Bonjour à toutes et tous, salut Mathieu, Salut Sylvain. bienvenue pour ce nouvel épisode, donc ce deuxième épisode dans le repère des veilleurs. Alors la semaine dernière, on avait posé un peu le cadre du podcast, à savoir pourquoi devenir un citoyen prévoyant. Aujourd'hui, on parle des risques, mais comprendre les risques avant de les craindre. Donc Sylvain, le risque aujourd'hui, donc notre sujet principal, selon toi, le risque au juste, c'est quoi? Est-ce que tu habites en France, j'habite au Québec, on a des risques différents, malgré qu'on en ait quand même certains aléas qui soient communs, d'ordre climatique par exemple, même technologique, peu importe. Mais selon toi, est-ce qu'on est tous à même de réagir de la même façon? Non, absolument pas. Les risques chez moi ne sont pas forcément les mêmes que chez toi. Je doute que tu sois à moins de 50 km d'une centrale nucléaire, ce qui est mon cas. Effectivement. Fort heureusement, et on s'est rendu compte que les vents dominants poussaient comment dire, les vents dominants poussent les radioactivités, on va dire, sur le territoire étranger. Donc c'est cool. D'ailleurs, il y a une grande histoire par rapport à ça, par rapport à la centrale de Cattenom et les citoyens du Luxembourg. Donc voilà, Ok. il y a une grande histoire par rapport à ça, une bataille juridique qui dure depuis quelques années, à savoir si un jour il arrive une catastrophe chez nous, donc sur la centrale de Cattenom, est-ce que la France est capable d'accueillir la population luxembourgeoise? Voilà. Ok, fait que tant sur les problèmes logistiques finalement, équipement, mais aussi sur les responsabilités ou pas forcément? Est-ce que Euh, chacun finalement accepte les responsabilités qui leur est due? Bah, c'est surtout en fait pour leur rétrocéder une partie du territoire français pour qu'ils puissent se réimplanter. Voilà, et ça c'est des batailles qui durent depuis quelques années déjà. Ok, ouais, ben, non, je comprends ça. Puis admettons, on prend ton bon exemple. On a de l'information qui circule sur un aléa, sur une problématique, sur une catastrophe, quel qu'il soit. Est-ce que selon toi, il existerait plusieurs types de profils, de personnes, de populations pour euh, comment, Pour pas réagir, justifier, mais bah, pour réagir, ouais, pour pour réagir, mais réagir. Ouais, donc il existe tu effectivement plusieurs types de populations. Tu vas avoir la population optimiste qui va dire de toute façon ça n'arrivera jamais. Ou alors, si on prend l'exemple de l'actualité à l'heure actuelle, c'est la guerre en Iran. Bon bah voilà, c'est en Iran, c'est pas en France, c'est pas au Québec, on n'est pas impacté. Tu vois ce que je veux dire? Puis ça n'arrivera jamais, il n'y aura jamais de guerre en France. Voilà, ça c'est le côté optimiste. Donc tu as une population qui reste quand même optimiste. Ça n'arrivera jamais. Ensuite, tu as les suiveurs. Alors le suiveur, lui, et puis alors les suiveurs, j'inclus aussi l'effet de groupe. C'est-à-dire que tu vas avoir sur les réseaux sociaux, on le voit, hein, l'actualité qui est diffusée constamment. Et puis tu regardes les commentaires, hein, et celui qui ne sait pas se faire d'opinion par lui-même, il va prendre la majorité des commentaires et il va prendre ça pour argent comptant. Donc au bout du compte, c'est des gens qui sont déjà influençables quelque part, qui n'arrivent pas à analyser une situation, qu'elle soit anodine ou critique, et c'est là où en fait moi j'appelle ça les suiveurs. Ouais, Euh, ben c'est ça que je voulais dire. Souvent, on entend parler justement des bergers et les moutons. Est-ce que tu mets ça, j'imagine, dans ce groupe-là, on a celui qui va être le, le leader, peu importe soit il est positif ou négatif, mais il a une certaine facilité à prendre les devants. Puis finalement, il y a tous ceux qui sont derrière qui vont le suivre ouais, soit dans sa bonne direction c'est ou la c'est ça. mauvaise, peu importe. Mais C'est exactement ça. En fait, tu prends, je sais pas moi, n'importe quel sujet, tu vas avoir les gens qui ne savent pas, donc, comme je disais, qui ne savent pas analyser la situation.
ils vont lire la majorité des commentaires qui te disent bah voilà, en fait finalement c'est rien, de toute façon voilà, pour X raisons en fait on sera pas impacté. Puis au bout du compte, non, en fait si t'es impacté. Mm, à quelque échelle que ce soit. En fait, c'est pas forcément à l'instant T, t'es impacté, mais c'est peut-être dans un avenir, que ça soit Ouais, économique. l'effet domino qui va derrière. Bon, là, tu Exactement, parlais justement de l'Iran. Effectivement, dans les premiers jours, les premières semaines, on n'a pas forcément eu l'impact de ce qui se passait sur place au niveau local, mais effectivement, dans les semaines qui ont suivi, puis maintenant, je pense que ça fait 40, un peu plus de 40 jours, on voit carrément les effets de cet événement finalement. tout à fait. Donc voilà, ça c'est déjà les deux premiers. Donc t'as les optimistes et puis t'as les suiveurs. Et puis en troisième, bah t'as les veilleurs. Et les veilleurs, c'est qui? Bah c'est nous. C'est nous? Ouais, c'est bon. Tout à fait. Non, Donc non, on aime ça, effectivement. On est là, encore une fois, en tant que veilleur, pour aller chercher de l'information, c'est sûr, peut-être dans les mêmes sources que tout le monde, mais encore une fois, d'analyser de façon pragmatique ces informations-là, j'allais dire, de fouiller un peu ce qu'il en est, de détriturer ce qui se passe, puis d'en faire ressortir finalement quelque chose de plus lucide qui va aider les auditeurs à s'orienter eux-mêmes finalement. exactement. Et donc, justement, l'éveilleur, c'est quoi? C'est quelqu'un qui observe, quelqu'un qui arrive, on va dire, à ne pas rentrer dans cet effet panique. Parce que bon, il y a toujours ce côté psychologique où comme tu dis, hein, il faut rester lucide sur certaines Ouais, puis situations. avoir un pas de recul par rapport à ce qui se passe, être dans la proactivité et non pas dans la réactivité à chaud sur une certaine information. Ok, je la vois aller à la télé, à la radio ou sur l'Internet, mais je suis capable d'avoir un pas de recul, d'analyser tout ça et d'en faire ressortir le meilleur finalement. Tout à fait, c'est exactement ça. Donc voilà, c'est les trois catégories, les optimistes, les suiveurs et les veilleurs. Ouais, ben, parfait. Merci Sylvain pour ces trois informations, je pense, qui sont très importantes. Finalement, qu'on soit dans les optimistes, les suiveurs ou les veilleurs, est-ce qu'on peut supposer ou observer, étant donné qu'on est les veilleurs, observer que la plupart des gens, eux autres, ils réagissent sans forcément avoir évalué la catastrophe ou l'aléa ou l'information, encore une fois? C'est ça. Et en fait, si tu veux, tout ça, ça s'apprend. Tout ça, c'est de l'expérience, c'est de l'apprentissage. En réalité, j'ai un super exemple. Même comment dire, même les États ne savent pas forcément gérer les risques. Je te donne un exemple qui me revient en tête. Rappelle-toi la catastrophe de Tchernobyl. Mhm. La catastrophe de Tchernobyl, la population a été avertie 36 heures après. Alors, ils avaient Ouais, vent hein, effectivement. de l'explosion. Ils savaient qu'il y avait eu cette défaillance au niveau du réacteur. Mais par contre, les autorités ont mis 36 heures à évacuer les populations. Pourquoi? Parce que déjà, il y avait cet effet omerta, j'ai envie de dire. Donc, faut pas trop en parler. Comme quoi, voilà, tu sais comment que c'était à l'époque dans les pays soviétiques. C'était très, voilà, on se tait, on dit rien. Et puis, tout était cloisonné. Et puis, t'avais aussi, pour ne pas créer la panique, voilà. Ils se sont dit, voilà, on va pas créer la panique, on va déjà gérer comme on peut. Et puis c'est seulement au bout de 36 heures qu'ils ont commencé à mettre les évacuations en place. Mais ça, la personne qui avait, on va dire, potentiellement compris ce qui se passait, elle s'était barrée depuis longtemps. Ouais, ben c'est ça justement, tu sais, pendant que tu parles, là, je regardais sur Internet, il y avait en 1979, il y a à peu près eu le même style d'événement justement à Three Mile Island aux États-Unis, et c'était à peu près le même style. Il y avait une série télévisée qui était passée sur ça, justement, qui était assez intéressante sur les délais de communication face à une catastrophe, puis ça rejoint finalement ce que tu disais dans ton exemple. Fait que oui, effectivement, tu sais, ça arrive, puis finalement, on a beau être en Europe ou aux États-Unis, encore une fois, les gouvernements, ils testent, on l'a vu encore avec le COVID, tu sais, mais en tout cas, ils testent des affaires, ça fonctionne, ben, ils se glorifient, ça fonctionne pas, ben, ils se trouvent des excuses, puis on fait d'autres choses. Mais bon.
c'est ça. C'est aussi ce que font, je pense, certaines populations qui sont pas prêtes ou qui veulent pas être prêtes tant qu'elles sont pas confrontées à une catastrophe. Moi, je le vois comme ça. Tout à fait, je suis entièrement d'accord avec toi. Tu prends encore l'exemple, encore pour un dernier exemple, mais regarde, chaque année aux États-Unis, les ouragans. On t'annonce au bulletin météo comme quoi bah, ça sent mauvais parce que il y a des vents qui vont souffler et qui vont se transformer en ouragan. T'as quand même des gens qui restent chez eux. Ouais, ouais. Alors C'est, c'est- tu vois certaines qui vidéos restent dans la. chez eux ou qui font la queue, le line-up au Walmart ou au Costco pour aller chercher un max d'équipements et d'outils. Mais non, non, je comprends ça. Exactement, exactement. Puis alors ceux qui évacuent, ben, tu vois des files de voitures hein, qui sont dans les embouteillages. Et voilà. Mais par contre, celui qui, dès les premiers instants, s'est dit, non mais là, ça va pas, et qui est prêt, donc le citoyen prévoyant finalement, lui qui est prêt, il prend son sac d'évacuation, il fout tout dans la bagnole, il embarque femme et enfant, et allez, ciao. Et il est en sécurité bien plus vite que les autres. Au moins, il n'est pas pris dans un Ouais, ben c'est ça, embouteillage. euh, Et, et puis, s'il a pensé aussi à faire le plein de sa bagnole et avoir quelque part du carburant en réserve, eh ben, c'est tout bénéf pour lui. Sylvain, on a parlé dans la première partie donc de la préparation citoyenne, on a parlé du citoyen prévoyant, on a parlé des risques. Euh, je serais plus à même de dire qu'il y a plusieurs types de risques. Est-ce qu'on est capable de les classer pour mieux les comprendre? Oui, complètement, complètement. Pour moi, tu as quatre grandes, comment dire, quatre grandes catégories. Alors, tu as le risque physique. Alors, qu'est-ce que j'appelle le risque physique? Ça va être ce qui te touche. En fait, c'est ce qui est le plus fréquent finalement. Ça peut être et ce qui est le plus probable entre guillemets dans la vie de tous les Ouais. jours, ça va être une agression. En fait, tout ce qui va atteindre, tout ce qui va toucher ton intégrité physique. Euh, on prend par exemple, comme je disais, hein, une agression, ça peut être un accident de la circulation, ça peut être une crise sanitaire, voilà, Ouais, puis même une blessure sur le lieu de travail ou une qui blessure sur va le lieu de derrière travail. amener tu sais, un effet domino de perte d'emploi, de perte de salaire, etc. Fait que oui, effectivement, je te suis là-dessus. Tout à fait. Et ensuite, tu as ce qu'on appelle les risques sociaux. Donc les risques sociaux, ça va être euh, une petite manifestation parce que on n'est pas content. Et puis nous en France, on sait ce que c'est. Hein, quand on n'est pas content, on manifeste. Hein, les gilets jaunes, tout ça, voilà. Hein. Euh, mais par contre, ça peut être aussi jusque au soulèvement du peuple. Donc, bon, là, on est quand même vraiment dans un cas extrême. Hein. Là, un conflit armé, par exemple, voilà, ça, c'est des risques sociaux. Oh ouais, mais vois ce qui s'est passé aux États-Unis, pareil, je pense que c'est l'année dernière quand il y a eu l'infirmier qui s'est fait tuer, là, puis que ça avait fait tout un. Tu sais, ça avait quand même brassé du monde. Fait que c'est pour ça que je voulais en venir, moi, que sur justement ces effets-là, on aura probablement, au niveau des risques sociaux, bah, tu sais, un impact à la fois sur les systèmes, selon moi, on l'a dit tantôt avec l'essence, C'est ça. mais on va aussi avoir un impact sur Oui, mais le comportement des gens autour de nous, finalement. complètement. Et là, je crois que d'ailleurs, c'est à l'heure actuelle, là, on y est parce que j'ai entendu. Après, ça reste à la marge hein, encore pour l'instant, mais j'ai entendu qu'effectivement, les routiers commençaient à faire grève. Alors, ben, qui dit routier qui fait grève parce que les carburants sont trop chers, Ouais. et ben, au bout du compte, ben, toute cette chaîne d'approvisionnement va s'écrouler. Ouais, donc là, bah, derrière, j'imagine que dans ton classement de risques, il pourrait y avoir justement un risque économique, finalement, Et ben qui tout à vient fait. découler de tout ça. J'allais justement y venir. Effectivement, là, t'es vraiment, comment dire, alors là, tu peux partir effectivement comment dire, de ce constat où tu as, par exemple, alors le risque économique, ça peut être aussi à l'échelle individuelle, comme ça peut être, parce qu'une rupture de la normalité, encore une fois, c'est pas quelque chose qui touche forcément tout le monde. Ça peut être individuel. Donc, Mhm. ça peut être une perte d'emploi comme tu disais tout à l'heure, voilà, Ouais. on se blesse au travail, on peut très bien perdre son emploi, on peut très bien, comment dire, il peut y avoir, je sais pas, un crash boursier par exemple. Voilà, ça c'est Ouais, vraiment, voilà, ça arrive, hein, ça arrive jamais jusqu'au jour où ça arrive. On l'a vu en 2000, quoi, 2008, je crois, c'était c'était ouais, aux alentours, ouais, il me semble, ouais, c'était ça, ouais, ouais, 6-8.
Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Et puis donc, souvent, en fait, on sous-estime ce type de risque, finalement, puisque, pour l'instant, tant que tu arrives à payer avec ta carte bleue, tu te dis, bah, tout va bien. Ouais, sauf que, ben, le jour où on débranche les distributeurs automatiques ou même que ben, les banques ben, commencent un petit peu à avoir mal entre guillemets, bah, finalement au bout du compte, ta carte bancaire, c'est plus qu'un bout de plastique. Donc C'est ça, d'où mais l'intérêt aussi d'avoir c'est pour ça que quelques tantôt, liquidités chez soi quand même. exact, mais c'est pour ça que tantôt je te disais que la plupart des gens, la plupart certaines populations vont réagir finalement au risque sans en évaluer les impacts, sans en évaluer finalement tous les effets qui suivent par rapport à ça, derrière par rapport au risque. C'est pour ça que je posais la question tantôt. Mm, tout à fait. Donc ça c'était donc comme je disais, hein, t'as les risques on va dire physiques. Donc agression, tout ce qu'on a vu tout à l'heure. Tu as les risques sociaux. Donc en gros c'est ce qui est fréquent. En réalité, c'est fréquent. En plus avec toute l'actualité qu'on connaît, hein. Donc c'est fréquent les risques Ouais. sociaux. Tu as les risques donc économiques où là, ben, quand ça arrive, comme ça arrive en Grèce par exemple, hein, on l'a vu avec la Grèce où si t'avais pas de liquidité, tu étais un peu dans la muise. Ah Euh, ouais. donc voilà, et puis ensuite tu as les risques environnementaux. Donc là, bah, ça va être les catastrophes naturelles par exemple. Au niveau des risques, on parle de quatre types de risques. Est-ce que l'un peut déclencher un autre? Est-ce qu'ils sont tous, j'allais dire, indépendants ou tous liés? Comment tu vois ça, toi? As-tu des exemples à me donner, à nous donner avec les auditeurs? Bah, en fait, si tu veux, ça, tu l'as très bien dit tout à l'heure, ça peut être l'effet domino. Ça peut être l'effet Ouais, domino. Et ça peut partir de rien et ça peut créer des conflits. Et là-dessus, j'ai un super exemple vas-y. pour nos auditeurs. Là, c'est un exemple qui me revient en tête. C'est ceux qui ont lu un petit peu et qui aiment bien lire. C'est les trois tomes de Guérilla de Laurent Burton, où en fait ça part d'une balle perdue dans une cité et ça finit en guerre civile, quoi. Et puis, donc oui, effectivement, je comprends. Puis on en a dit quand même plusieurs exemples que un risque peut déclencher un autre, qu'il y a de toute manière des effets dominos, que ce soit positif, négatif. C'est rare que ce soit positif, là, mais qu'il soit négatif à plus ou moins grande échelle, avec plus ou moins d'impact au niveau individuel et ou collectif, finalement. C'est ça Mm, que je ressors de tout ça. à fait. Sylvain, on a les catégories maintenant de risques que tu as énumérées à l'instant. Au niveau de la population, au niveau de l'individu ou de la collectivité, peu importe, est-ce qu'on est censé donner de l'attention à tous les risques qu'on voit, qu'on entend dans les médias ou comment on gère ça? Comment on vient équilibrer un peu l'attention qu'on devrait donner à tel ou tel risque? Eh ben écoute, part du principe qu'il y a deux axes. Tu as l'axe de la probabilité et tu as l'axe du risque réel. Et donc, je vais te donner un exemple tout bête. Imagine, il y a un tsunami. Le tsunami, il se passe à, à 50 bornes, on va dire. La probabilité que ça arrive jusqu'à ma porte, elle va rester assez faible. Donc, c'est un risque, mais Mais il est faible. avec une probabilité assez faible. Donc, on va dire, on va commencer tout doucement à évacuer vers l'intérieur des terres, mais sans précipitation. Par contre, là, le tsunami, je suis en bordure de plage, c'est plus la même chose. Là, le risque, il est grave. Donc, les deux axes, probabilité et gravité. Et donc, là, effectivement, si tu habites sur le littoral en bordure de plage, effectivement, là, oui, c'est grave.
Ouais, donc nous, notre cerveau, pour le citoyen qui n'est pas prévoyant ou qui a pas l'habitude justement de faire cette gymnastique-là, il aura du mal à analyser ces faits. Et c'est pour ça que souvent, que ce soit sur mon site web Québec Prepper ou autre, on le voit dans d'autres sites aussi, tu sais, on fait le tableau justement de probabilité impact 0 à 5 et on numérise. Donc après avoir fait l'analyse de risque environnant, ben on numérote, on chiffre un peu les probabilités et la gravité par rapport aux aléas qu'on peut retrouver. Ouais, non, mais c'est là où la veille informationnelle devient importante. Si tu veux, t'entends parler d'une chose. Ok. Donc, si tu veux, comment mesurer finalement l'impact que ça va avoir sur ta propre personne. Pour ça, en fait, tu as plusieurs biais. Alors, en parlant de biais, on va parler de biais de disponibilité, par exemple. Tu vois qu'en fait, l'information, elle est en continu. On a de plus en plus d'informations qui circulent et est-ce qu'on n'a pas tendance justement à avoir à un moment donné, comment dire, trop d'informations sur sur un seul et même sujet. Admettons, je te donne un exemple. Je parle, admettons le World Trade Center. Ça, c'est un exemple. Ça a touché les New-Yorkais. Ouais, ouais, Euh, c'était local, c'était local. C'était local. Nous, en France, si tu veux, il n'y a pas eu. Voilà quoi. Moi, j'étais tranquillement chez moi, en train de regarder la télé et deux tours qui se cassaient la gueule, Mais justement, on finalement. a été absorbé par cette information-là qui était à la Mais fois par contre, voilà. grandiose puis Et donc, importante quand même. est-ce qu'il n'y a pas un jeu de surenchère et on surestime un peu trop l'impact au niveau, comment dire, alors que c'est local, mais cette information, ben, en fait, voilà. Alors effectivement, c'était quand même une info importante, c'était quand même grave. Mais je veux Mhm. dire, là-dessus, on peut se dire, on est relativement tranquille, là où on est, on dit, tant qu'on n'est pas à New York. Exact, exact. Ouais, Donc, je comprends ça. donc, en- donc t'as déjà cet effet-là. Ensuite, tu as, on va dire, le bioptimiste. Alors, le bioptimiste, comme je disais tout à l'heure, hein, ça n'arrive qu'aux autres, ça ne peut pas arriver chez nous, sauf que ben, là, si on Tant qu'ils parle sont du. pas confrontés à ça, il n'y en a pas de Exact, problème, c'est là-bas que ça se passe. exactement. Ben, donc, toujours pour rebondir finalement à ce qui s'est passé en 2001, finalement, le Mhm. terrorisme, il était aussi chez nous. Voilà. Donc, finalement, au bout du compte, quand ça se passe pas chez les autres, ça peut se passer aussi chez nous. Mais alors, on peut pas dire ça n'arrivera pas. Là, si, la preuve, c'est que ça est arrivé chez nous, sur le territoire français. Donc voilà, donc le bioptimiste, j'ai envie de dire, alors ça c'est pas moi, hein. Je suis pas du tout optimiste pour ce genre de détails, Non, mais bon, faut être éclairé. Puis en plus, finalement, quand ça arrive, tu sais, on le voit justement avec les attaques au couteau ou autres. Tant que c'est pas arrivé chez nous, ben, on fait rien, on se prépare pas. Puis le jour où ça arrive, ben là, on freeze, on est gelé, puis on sait plus quoi faire, puis on demande ce qui se passe finalement. tout à fait. Ensuite, comme je disais au tout début, tu as aussi l'effet de groupe finalement. Euh, L'effet de groupe où tout le monde va paniquer, où tout le monde va au contraire en avoir rien à faire de cette information-là. Et voilà. Et j'ai un exemple en tête qui me vient, ça. Alors c'est un exemple assez drôle, mais qui a créé la panique chez certaines personnes qui ont suivi le groupe finalement. Je me souviens d'une information qui avait circulé à l'époque où ils avaient lancé Pokémon Go. Ah, c'est vrai, cette affaire-là. Tu te rappelles quand il y avait des Ouais, Pokémon ouais, rares? ouais, ouais. Les Ah ouais, gens tout le monde. couraient à un Puis ils étaient endroit, pris dans leur et puis en plus on était en l'effet pleine tunnel, tu sais. période où le terrorisme arrivait sur le territoire français, puis un petit peu partout dans le monde, où là en fait bah, les gens qui étaient tranquillement installés voient des gens courir dans la rue, bah courent aussi dans la même direction que les autres finalement, mais Ouais. sans savoir pourquoi. Donc, et ça en fait voilà c'est l'effet de groupe. Donc voilà, toujours analyser en fait la situation. Est-ce qu'il y a un réel danger immédiat pour que tout le monde s'en aille, ou c'est juste une connerie de jeu Ouais, surtout que c'est pas parce que tu pars dans un sens que c'est ce sens-là qui est le plus C'est le bon sécuritaire. sens, Tu sais, ça se trouve, c'est. tout Ah à ouais. fait. Mais finalement, est-ce que. Puis encore une fois, tu parlais de probabilité tantôt, c'en est une là. Est-ce qu'on peut dire que un événement ou une information qui est démultipliée au niveau des médias est, donc spectaculaire, elle est plus probable, ou à l'inverse, quelque chose qui est probable ne serait pas forcément si spectaculaire que ça? Alors,
j'ai envie de dire, si on, comment dire, si on surcharge l'information, on n'y comprend plus rien. On n'y comprend plus rien. Donc c'est à ce moment-là où il faut rester posé et prendre du recul par rapport à l'information qui circule, les informations, parce qu'on parle de surcharge d'informations, donc il faut prendre assez de recul pour se dire, voilà, est-ce que là, cet événement-là va m'impacter tout de suite? Ou est-ce Ouais. que j'ai le temps de voir venir, ou alors au contraire, je vais pas du tout être impacté. Et c'est là en fait où, comme tu dis, il va falloir avoir cette gymnastique et cet état Ouais, d'esprit. apprendre finalement à faire la différence en tant que veilleur, en tant que citoyen prévoyant, en tant que Exactement, bon. Ouais. tout à fait, tout à fait. Sylvain, concrètement, là, si on veut évaluer un risque, tu sais, le citoyen prévoyant, c'est sur ça qu'on s'enligne. Le mois dernier, on parlait de qu'est-ce qu'un citoyen prévoyant aujourd'hui. On veut l'enligner, toi et moi, sur la bonne approche, le bon, les bonnes bases finalement pour être un bon citoyen prévoyant. Comment il pourrait faire pour évaluer le risque ou un risque qu'il aurait à prendre en compte? Bah déjà, il faut déjà se poser les bonnes questions finalement. Il y a quatre questions comme ça qui me viennent en tête hein, pour évaluer le risque. Déjà, quel est le risque? Quel est le danger réel? Euh, est-ce que je vais être impacté tout de suite ou ça ne me touchera pas? Ou du moins, comment dire? Est-ce qu'il est pertinent? Est-ce que le danger, en fait, il est pertinent dans mon contexte? Vraiment, est-ce que je vais être impacté? Voilà, ça c'est déjà la première question. Est-ce qu'il pourrait le faire, cet exercice-là, de différentes, tu sais, au niveau local de sa maison, par exemple, au niveau de la ville, puis au niveau national, par exemple, dépendamment des risques environnants, il peut y avoir plusieurs, plusieurs degrés, finalement, de risques, à plus ou moins Oui, grande échelle, finalement. effectivement, oui, oui, on peut effectivement l'évaluer comme ça, le risque. Est-ce que la catastrophe qui a eu lieu va m'impacter? Est-ce que le- la météo qu'ils annoncent va m'impacter? Enfin voilà, c'est vraiment Ouais, le feu domestique, le feu de... l'inondation au niveau de la ville, puis, je sais pas moi, le tremblement de terre au niveau de la région ou du pays, tu sais. Tout à fait, ouais, c'est ça. Donc voilà, Ouais, c'est est-ce que je vais devoir quitter mon domicile parce que il y a un incendie un feu de forêt, on va dire, à 5 km de chez moi. Comment évoluent les vents? Enfin voilà, il y a tout ça aussi. Il y a donc vraiment comment dire, il y a L'analyse de risque, l'analyse du finalement. risque finalement, ouais, comme tu dis, l'analyse du risque. Est-ce que voilà, est-ce que je vais vraiment être impacté sur ce danger-là en tout cas. Voilà. Ouais, ok, Donc je ça c'est la comprends. première des questions qu'il faut que le citoyen se pose. Ensuite, quelle est la probabilité que ça m'arrive? Bah voilà, comme je disais, il y a le feu à 5 km, les vents dominants vont vers le sud alors que j'habite au nord. La probabilité pour que ça m'atteigne, que ça brûle mon domicile, bon, il est quand même assez faible. Mais bon, quand même, on ne sait jamais. Le vent peut tourner, donc il faut quand même anticiper une évacuation. Je vais rester vigilant, finalement. Toujours rester vigilant, c'est exactement ça, toujours rester vigilant. Ensuite, tu peux te poser la question, encore une fois, donc ça fait partie des quatre questions, hein, c'est quelles sont finalement les conséquences pour moi? Est-ce que ma maison va brûler? Donc, dois-je évacuer tout de suite? Voilà, c'est vraiment voilà, c'est ce genre de questions. Ouais, puis Euh, est-ce que je suis tout seul? Est-ce que les enfants sont à l'école? Est-ce que mon conjoint, ma conjointe est au travail? Comment les chemins d'évacuation principales, alternatifs, faut les prendre en compte aussi, ces c'est éléments-là. et tout à fait. Et puis, je rajouterai une quatrième question finalement. Donc, on a vu, hein, est-ce que le danger est réel? Quelle est la probabilité pour que ça m'arrive, pour que ça m'impacte? La troisième question à se poser, c'est quelles sont finalement les conséquences euh, de cette catastrophe ou de cette information? Et puis, la quatrième question, c'est est-ce que l'info est pertinente? Ouais. Encore une fois, euh, il faut prendre conscience de l'information. Je veux dire par là que ça peut être un bruit qui court. Ça peut être,
ça peut être une information, mais un peu déformée Aller par vérifier les... ses sources, toujours avec deux Voilà, sources différentes, toujours, officielles. toujours aller vérifier ses sources. Et puis tu sais, certains médias en surenchérissent finalement Mhm. la dangerosité de l'événement. Et puis finalement, au bout du compte, c'est trois fois rien quoi. C'est voilà. Et rarement je sais pas si tu vois, mais ces dernières années, les chaînes d'information sont plus dans le sensationnel finalement que dans le mesuré. On le voit, hein. Il y a beaucoup de chaînes de télé qui diffusent de l'information continue. Ils sont On dans le continue. sensationnel. Et finalement, au bout du compte, c'est là où tu te dis, est-ce que ils n'ont pas un petit peu surévalué les risques, ou alors, voilà, tout ça Ouais, ils pour, veulent que ça clique, ils veulent qu'on les voilà, regarde, ils veulent faire tout ça, des vues. Fait que c'est sûr tout que ça pour faire du buzz. ça crée Tout à un fait. biais là de compréhension. Voilà, c'est ça. Voilà, tout à fait. Mais est-ce que tes quatre questions, on peut les poser à n'importe quelle situation ou est-ce que c'est réservé à des grosses crises selon toi? Non, 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 au contraire, c'est là où c'est le plus utile, finalement. Euh, Pas pour les catastrophes, hein, pas pour les catastrophes rares, j'ai envie de dire, et pour le quotidien. Tu vas avoir, je sais pas moi, un exemple, on va partir sur une panne de courant. Par exemple, on va partir sur une grève des transports. C'est une rumeur d'une certaine pénurie. Voilà, c'est ce genre d'événement finalement. Tu te poses ces questions, ces quatre questions que je viens d'énumérer, et finalement ça te ramène au concret. Fait- Fait que évaluer les risques, finalement, c'est plus un acte, ça on le dit dans notre chaîne des veilleurs, du repère des veilleurs, plus un acte de lucidité finalement, pas de pessimiste. Tout à fait, c'est exactement ça. En fait, il faut rester les pieds sur terre. Les pieds sur terre, savoir analyser la situation. Voilà, ouf, il y a ça comme information. Où c'est que j'en suis, moi, personnellement, par rapport à cet événement? Est-ce que ça m'impacte directement? Est-ce que c'est tout de suite à l'instant T au pas de ma porte? Est-ce que j'ai le temps finalement d'évacuer? Est-ce que voilà, donc il y a tout ce cheminement-là, cette mécanique qu'il faut, comment dire, il faut s'entraîner à cette mécanique, Ouais, justement. on veut comprendre finalement avant de réagir. La compréhension, toujours analyser la situation avant de partir dans la panique, ou alors, pire que ça, ne rien faire. Cool, Sylvain. Je pense qu'on a fait le tour de la question hein, sur les risques. Si on devait résumer en trois mots là, l'épisode d'aujourd'hui, on pourrait proposer quoi ou en tirer quoi finalement pour les auditeurs aujourd'hui? En quelques mots, tout ce qui concerne les risques, il faut les observer, les comprendre et les analyser. Alors, quand je dis observer, c'est regarder ce qui se passe sans réagir immédiatement. Parce que, à part s'il y a vraiment un danger au pas de ta porte, hein, donc là, l'analyse elle est vite faite. Là, c'est le danger, l'observation est vite faite, la compréhension, tu comprends vite qu'il y a le danger au pas de ta porte, et l'analyse est vite faite. Je pars. Voilà. Donc ça, c'est voilà, tout va dépendre en fait du degré de gravité de la catastrophe ou de l'événement. Donc au bout du compte, observer, comprendre, analyser. Et donc, bah, là, comme je disais, hein, t'observes dans un premier temps. La compréhension, c'est identifier le type de risque. Et l'analyser, c'est, ben voilà, et tu évalues finalement le risque. Est-ce que j'ai le temps d'évacuer ou est-ce que j'évacue tout de suite? Ouais, dépendamment de l'exposition que tu pourrais avoir face à ce risque-là ou à cet aléa ou cette catastrophe-là. Tout à fait, c'est exactement ça. Mais Et là, c'est dis-moi, Sylvain, moi je pense que le fait d'observer, comprendre, analyser, c'est pas mal le fil rouge, là, le guideline de notre chaîne YouTube, hein, du repère des veilleurs. ouais, c'est exactement ça en fait finalement. On est complètement en fait dans comment dire, la compréhension, l'observation, la compréhension et l'analyse finalement. C'est un peu la posture qu'on a dans le repère de veilleur. C'est tout à fait ça.
Ouais, non, exactement. Je suis bien content de finir cet épisode avec toi, Sylvain. Puis si on voulait reparler d'une question pour les auditeurs aujourd'hui, selon vous, quel est le risque que vous sous-estimez le plus dans votre quotidien? Et puis dans le prochain épisode, donc dans l'épisode numéro 3, on va, on va parler d'un angle, comment dire, qu'on évite souvent, mais par contre qui est quand même à prendre en considération, puisque on va parler de ce que l'État peut faire et ce qu'il ne fera jamais. Ouais, n'hésitez pas à liker la vidéo aujourd'hui, à laisser vos commentaires dans la section commentaires et à répondre à la question. Donc, selon vous, quel est le risque que vous sous-estimez le plus au quotidien? Et ben voilà, je pense que l'épisode touche à sa fin. Mathieu, je te remercie beaucoup. Eh ben, merci à toi, Sylvain. Merci à tout le monde de nous avoir suivis. Vous êtes de plus en plus nombreux. Ça fait plaisir. On va continuer sur cette lancée. Merci à toutes et tous. Un petit like, un petit partage, ça fait toujours plaisir. Salut, à bientôt. Salut, à bientôt.